benzène et ses homologues. Est-ce que vous arrivez à tous bien voir? Oui. C'est bon? C'est bon? Oui, oui. Je vous mets en plein écran, je laisse comme ça. En plein écran, ça serait mieux? Ah bon, hein? Bon, je vais essayer comme ça. Alors, c'est juste pour vous rappeler. Donc là, vous allez commencer pour cette année. Vous avez fait l'année dernière les toxiques minéraux. Donc cette année, vous allez commencer, vous allez continuer avec en partie de la deuxième année, vous allez faire les toxiques organiques. Donc tous les toxiques qui vont contenir dans leur forme chimique, dans leur formule chimique, du carbone. Donc vous avez fait, je crois, l'introduction aux hydrocarbures. Vous avez fait l'examen hier avec le docteur Bacha. Là, aujourd'hui, vous allez continuer avec moi sur les hydrocarbures aromatiques qui sont très, très utilisés en milieu de travail. Mais vous devez particulièrement en connaître 4. Donc, vous avez le benzène, et on verra tout à l'heure les homologues donc, du benzène, en particulier, pas tous, mais vous devez connaître la toxicité du toluène, du xylène et du styrène. Donc, je vais au début introduire ce que c'est que les hydrocarbures aromatiques. En fait, les hydrocarbures aromatiques, ce sont des hydrocarbures qui sont composés de carbone tétravalent et d'hydrogène monovalent, mais en fait, ils possèdent un noyau hexagonal cyclique avec à chaque sommet un groupe carbone-hydrogène. Donc, on les appelle aussi ces hydrocarbures, on les appelle les arènes. Et la forme la plus simple de ces hydrocarbures aromatiques, c'est le benzène. C'est ce que vous voyez donc sur votre slide, c'est ce qu'on appelle le noyau hexagonal cyclique. Et dans ce cas, c'est le noyau de base. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez un corps chimique qui aura dans sa composition cette structure, ça voudra dire que c'est un hydrocarbure aromatique. Après, vous allez entendre, parfois on parlera de dérivés dans cette grande famille d'hydrocarbures aromatiques. Vous avez le plus simple qui est le benzène, donc comme on a vu, qui est de formule C6H6, donc vous voyez la structure hexagonale, mais après, dans la certaine terminologie, on va parfois vous parler de dérivés et parfois d'homologues du benzène. C'est quoi les homologues? Les homologues, en fait, ça va être, les homologues du benzène, ce sont des composés qui vont résulter de la substitution aux atomes à un ou plusieurs atomes d'hydrogène de radicaux carbonés. C'est-à-dire, regardez en haut, quand vous voyez les formules développées, vous les voyez. Donc, vous avez par exemple le toluène. Donc, il y a le cycle hexagonal, comme on le voit, mais là où il y avait de l'hydrogène, on l'a substitué par le groupe méthyle-CH3. Et du coup, ce n'est plus le benzène, c'est du toluène. C'est-à-dire qu'on a substitué l'atome d'hydrogène par un radical hydrocarboné qui contient à la fois du carbone et de l'hydrogène. Ensuite, regardez, dans le M, qui fait le... Allez, vous êtes sur celle-là? On est à l'introduction. Attendez, je crois qu'il a raison, docteur Chebini. Et là maintenant? C'est ça. Celle-là, elle paraissait pas tout à l'heure. Non. Donc, tout à l'heure, je vous disais, on a les hydrocarbures aromatiques, il faut absolument, dans leur composition, pour parler de ça, qu'il y ait ce noyau hexagonal cyclique, avec à chaque sommet carbone-hydrogène. Ça, c'est la formule la plus simple. La plus simple, ça veut dire que c'est un benzène. Après, j'ai dit que parfois, on utilise dans cette grande famille des hydrocarbures, vous avez le plus simple, c'est le benzène. Ensuite, on a les dérivés et les homologues du benzène. Donc, à partir de ce noyau benzénique, il arrive qu'un atome d'hydrogène soit substitué par un radical hydrocarboné. On parle alors
d'homologues du benzène. C'est le cas par exemple du toluène où l'atome d'hydrogène qui est au sommet a été remplacé par un groupe méthyle CH3. Vous avez par exemple le pexylène. Regardez, vous avez deux atomes d'hydrogène qui ont été substitués par un groupe, carboné. Donc, d'un côté, vous avez le CH3 et de l'autre côté, l'H2C. Ensuite, vous avez le M-xylène. Il a été remplacé à deux endroits par un groupement méthyle. Ça, ce sont des homologues du benzène. Les dérivés du benzène, ils vont être, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène, il va être substitué, mais pas forcément par un groupement hydrocarboné. Ça peut être un groupement amine, NH2, ça devient de l'aniline. Il peut être substitué par un groupement NO2. Là, ça devient du nitrobenzène. Ça peut être substitué par un groupe OH. Ça devient du phénol. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. C'est des notions à connaître, mais il faut faire la différence entre un dérivé du benzène et un homologue du benzène, tout en sachant que tous font partie de la famille des hydrocarbures aromatiques et que la condition pour faire partie de la famille des hydrocarbures aromatiques, il faut qu'on ait dans sa composition un noyau cyclique, ce qu'on appelle un noyau benzénique. Alors, leurs propriétés physiques, ils ont des propriétés communes. Il faut savoir d'abord ce sont des liquides qui sont volatiles à température ambiante. C'est pour ça qu'ils sont aussi dangereux, parce qu'on peut les inhaler. Ils n'ont pas besoin d'être chauffés pour être inhalés. Ils ne sont pas solubles dans l'eau. Ils vont être miscibles dans les solvants organiques et les huiles minérales, animales ou végétales. Ils sont inflammables. Et puis, on dit qu'ils sont aromatiques parce qu'ils ont tous une odeur particulière, parfois qui est agréable. Alors, ce sont des produits qui proviennent généralement du raffinage du pétrole brut. Donc, là où vous avez du pétrole, vous avez des hydrocarbures aromatiques. Ils proviennent aussi, depuis toujours aussi, de la distillation du goudron de houille. Donc, c'est ça leur origine. Les utilisations, elles sont importantes. On les utilise en industrie chimique comme matière première, que ce soit généralement comme matière première pour fabriquer de la colle notamment. On les utilise en industrie pharmaceutique, dans l'industrie du revêtement, dans les huiles de moteur en aviation, dans la formulation des peintures, des vernis, des encres et de produits agrochimiques. Alors, il faut savoir que très souvent, dans le domaine industriel, les produits sont souvent impurs. Parce que vous allez voir que parmi tous ces hydrocarbures, comme vous le savez, le plus toxique, c'est le benzène. Mais voilà, il est très rare de trouver un homologue ou un dérivé du benzène qu'il soit à l'état pur. Généralement, ils contiennent tous des traces de benzène. Il faut être très méfiant et garder à l'esprit que dans les peintures, vous avez toujours quelques traces. Alors, quelle est leur toxicité? Alors, ils ont une toxicité commune. Tous vont donner une irritation cutanée et une irritation des muqueuses. Je pense que vous l'avez fait dans la classification générale des hydrocarbures. Je ne sais pas si le professeur Amari a abordé cet aspect. Alors, ça donne une irritation des cutanées et des muqueuses. Ça donne aussi des troubles neurologiques et à un stade dépassé, c'est-à-dire à un stade avancé, ça donne des encéphalopathies avec des troubles de la mémoire et du comportement. Par contre, à ces effets communs, qui sont communs à tous les hydrocarbures aromatiques, chacun il a sa spécificité. Comme je vous disais il y a un moment, vous avez le benzène, la caractéristique de la toxicité du benzène, c'est son hémotoxicité. Aucun autre n'est hémotoxique. Par exemple, dans les HAP, c'est la cancérogénicité. Vous avez certains qui vont donner, par exemple le toluène, ils peuvent vous donner une neuropathie périphérique.
Vous avez les associations, par exemple, quand le toluène, quand un travailleur manipule du toluène et qu'il est exposé au bruit, il y a un effet synergique, il augmente le méfait du bruit, ça donne des surdités. Et enfin, certains peuvent donner une sclérodermie, pas tous. Alors, on va commencer par étudier le benzène. On va voir en détail, donc comme je vous ai dit, le benzène. On va voir le toluène, le xylène et le styrène. C'est bon, vous me suivez? Oui. J'ai besoin de vous entendre pour savoir si je ne suis pas déconnectée ou que vous n'êtes pas déconnecté. Voilà. Donc là, le benzène, c'est une substance naturelle. Je pense que vous l'avez bien compris. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi on dit que c'est une substance naturelle? Parce qu'il dérive comme vous avez dit, le raffinage et la distillation du pétrole, non? Exactement. Donc, ce sont des produits, ils sont extraits du pétrole. Donc, forcément, le pétrole étant un produit naturel, donc c'est forcément, le benzène est une substance naturelle. C'est un hydrocarbure aromatique monocyclique. Donc, il a un seul cycle hexagonal. Sa formule, elle est de C6H6. On l'a isolé en 1825 à partir des produits de distillation de la houille. Le benzène est considéré comme étant le premier et le plus simple des hydrocarbures aromatiques et il me semble déjà l'avoir dit. Donc c'est un hydrocarbure aromatique qui n'est pas substitué. Pourquoi je dis qu'il n'est pas substitué, non substitué? Et de l'hydrogène, c'est-à-dire que même au niveau d'un des sommets de l'hexagone, il n'y a que de l'hydrogène. Vous avez vu dans les dérivés, l'hydrogène, il est changé soit par un groupe méthyle, Fluor, soit méthyle. par un groupement hydrocarboné. Et les dérivés, ils vont être par d'autres radicaux. Mais celui-là, il n'a rien. Il a C6H6. Il n'a aucune substitution. Il est obtenu à partir du pétrole sous forme de produit qui va être pur ou mélangé dans le benzol à ses homologues supérieurs, c'est-à-dire le toluène, xylène, styrène, éthylbenzène, etc. Donc, c'est un liquide qui va être incolore, il est volatile. C'est des vapeurs qui sont plus lourdes que l'air. Pourquoi c'est important qu'on relève ce point, plus lourdes que l'air? Exact. Docteur Chebini, on doit mettre où la ventilation dans ce cas? Exact. Parce que quand c'est lourd, donc les vapeurs auront tendance à être au bas de l'atelier. Et donc, si vous mettez, si le service de sécurité met des extracteurs qui sont tout à fait en haut de l'atelier, ça sert absolument à rien. Il va rien aspirer puisque c'est plus lourd que l'air. Si c'était plus léger que l'air, oui, mais plus lourd, non. Donc, c'est un produit qui est inflammable. Comme je disais, il a une odeur caractéristique avec un seuil d'olfaction de l'ordre de 12 ppm. Donc, c'est un excellent solvant des graisses et le terme de benzène, faites attention, doit être distingué du terme benzine qui sert à désigner soit du benzol, soit des essences diverses qui peuvent ne pas contenir de benzène. Le benzène, comme on avait vu tout à l'heure, c'était un mélange de benzène et d'homologue supérieur du benzène. Donc, quelques précisions. Les benzols, ce sont des mélanges de benzène, toluène et xylène. Les toluols, ils contiennent essentiellement du toluène, moins de 2% de benzène. Les xylols ne renferment pas de benzène. La benzine contient principalement des hydrocarbures aliphatiques, donc à chaîne droite, tels que l'hexane et l'heptane, mais elle peut contenir 2 à 5% de benzène. Vous avez le white spirit et le kérosène, et qui ne renferment pas de benzène. Vous avez le benzénisme comme terme qui désignait autrefois l'intoxication chronique par le benzène. Et vous avez le terme de benzolisme qui correspond à une intoxication chronique qui va être provoquée
par le benzène mélangé à ses homologues supérieurs, c'est-à-dire le toluène et l'exilène. Donc, ce sont des définitions, c'est une terminologie que vous devrez connaître. De toute façon, le polycope, je ne l'ai pas encore préparé, puisque c'est la première fois que j'assure ce cours. Donc, je le ferai avant la fin de l'année, Inch'Allah, vous aurez votre document. Donc, tout ça sera repris. Alors, où est-ce qu'on utilise le benzène? On l'utilise principalement, donc on le retrouve principalement dans l'industrie pétrochimique. Donc, c'est surtout les raffineries, bien que les raffineries ont des installations qui sont automatisées, c'est-à-dire que en réalité, normalement, il n'y a pas de contact avec le travailleur, mais parfois, il y a des incidents qui font que ces travailleurs doivent intervenir de façon manuelle, que ce soit sur les réacteurs, sur la tuyauterie, sur les vannes, et là, il peut être exposé et donc contaminé. Alors à ce moment-là, les travailleurs à risque dans les raffineries, ce sont ceux qui vont travailler à la production, ceux qui travaillent au niveau de l'extraction, au transport et aussi à la production du pétrole. Alors, en industrie donc chimique, c'est aussi utilisé comme intermédiaire de synthèse, par exemple quand on veut synthétiser du phénol, du styrène, de l'aniline, du nitrobenzène, et pour des produits, quand on veut aussi fabriquer des produits de base pour la fabrication de matières plastiques, de colorants, textiles, les cols et les détergents. Vous avez aussi, le benzène est utilisé en industrie électronique comme dégraissant de composants. Il est utilisé dans les laboratoires, il continue à être utilisé, que ce soit dans les laboratoires de recherche, mais aussi d'analyse ou d'enseignement, pour tous ceux qui font en support de la chromatographie. Généralement, il y a toujours un peu de benzène. Alors, il est utilisé aussi toujours dans les laboratoires, surtout dans l'industrie du parfum, puisqu'ils utilisent le benzène comme solvant d'extraction, que ce soit à froid ou à chaud, d'essence naturelle, c'est-à-dire à partir des fleurs, pour qu'ils extraient l'essence, donc que ce soit des fleurs, de mousse ou de résine, ils utilisent du benzène. Donc, il y a eu des tentatives de remplacement comme agent extracteur, mais malheureusement, cette industrie se sont principalement heurtées à des difficultés techniques, c'est-à-dire que les propriétés intrinsèques du benzène font que, à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé d'un produit de substitution qui pourrait faire la même chose. C'est un petit peu comme le formaldéhyde en anapathe. On sait qu'il est cancérogène, mais il continue à être utilisé comme fixateur pour les lames parce que les propriétés techniques qu'il a n'ont pas été retrouvées chez un autre produit chimique. Et c'est le même problème pour le benzène dans l'industrie du parfum. On retrouve aussi du benzène dans les carburants et les gaz d'échappement d'automobiles. Donc, c'est sûr que le benzène, c'est un contaminant qui est inévitable des produits pétroliers, notamment de l'essence, et ce qui fait que toutes les personnes qui travaillent au dépôt de carburant, que ce soit les citernistes, ceux qui se chargent des opérations de chargement des camions-citernes, ceux qui travaillent dans les raffineries, ceux qui font le déchargement dans les stations-service, même les chauffeurs des camions-citernes peuvent être exposés au benzène. Vous avez ceux qui sont chargés de nettoyer toutes ces cuves qui contiennent justement du carburant. Vous avez les pompistes, vous avez les mécaniciens pour véhicules à essence qui peuvent être contaminés. Alors, les mécaniciens, ils peuvent être contaminés non seulement quand ils interviennent dans certains organes des véhicules, mais aussi ils ont cette habitude de se laver les mains ou de dégraisser les pièces avec de l'essence. Et là, malheureusement, il y a toujours, on avait dit, c'était inévitable, il y a toujours un peu de benzène dans l'essence. Donc, cette manie de dégraisser les pièces à l'essence et de se nettoyer les mains avec de l'essence fait que c'est une source de contamination. Alors, il y a une autre catégorie professionnelle qui peut être exposée donc, à ces gaz d'échappement et qui ont été rapportés dans la littérature comme étant victimes, donc souvent victimes d'intoxication au benzène. Ce sont les policiers qui sont affectés à la circulation. Voilà.
C'est bon pour cette partie? Oui. Oui. Très bien. Je n'ai pas entendu la quatrième. Vous êtes 4, non? Docteur Chebini, je l'ai entendu. Après, docteur Rihana, docteur Rihana, docteur Bouslimani, Oui, je suis là. Oui, docteur. docteur je suis là. Tigerja. Qui est là? Oui, je suis là. Hani. Ah, Rihani. D'accord. Oui. Ok. Alors, pour ce qui est du benzène, comment il est métabolisé? En fait, il va être principalement, on a dit que c'était les hydrocarbures, ils avaient une caractéristique commune, et même le benzène, du coup, c'est qu'ils sont volatiles à température ordinaire. Donc, vous comprendrez très bien, vous comprenez très bien que la principale voie de pénétration de ce toxique en milieu de travail, ça va être la voie pulmonaire. Mais c'est des solvants, comme eux-mêmes, c'est des solvants, donc ils ont cette capacité de franchir la barrière cutanée. Donc, tout contact avec le liquide, directement sur la peau, peut être à l'origine justement de la pénétration du benzène. Une fois qu'il est pénétré, il va être absorbé. Donc, il y aura une partie quand même minime qui va être éliminée sous forme inchangée dans les urines. Il y a une autre partie qui va être éliminée dans l'air expiré, donc et la quantité va varier en fonction de l'activité physique et de l'importance du tissu adipeux. Pourquoi le tissu adipeux? Parce que c'est une substance, c'est un solvant, donc il est lipophile. Donc quelqu'un qui a beaucoup de graisse aura tendance à moins éliminer par voie respiratoire. Il va tout de suite aller se fixer sur cette graisse. Et le reste, donc, va être métabolisé par le foie, mais aussi par d'autres tissus où il va se fixer comme la moelle osseuse. Donc, il a été absorbé, il a pénétré, il est absorbé. Donc, il y a une partie qui va directement dans les urines sans être changée, une partie qui va être éliminée dans l'air expiré, et puis il y a le reste qui va aller se fixer sur le foie, sur des tissus, notamment le tissu adipeux, mais aussi sur la moelle osseuse. Donc, généralement, il se fixe beaucoup sur les tissus qui vont être très riches en lipides. Donc, retenez tissu adipeux, le cerveau, le sang, les reins et le foie, et bien sûr la moelle épinière. Mais une fois absorbé, au niveau de l'organisme, il va subir une transformation. Alors, la transformation, c'est que le benzène, il est essentiellement métabolisé au niveau du foie, mais aussi dans les autres tissus où il est fixé, tels que la moelle osseuse, par le système enzymatique du cytochrome P450. La première réaction catalysée va conduire à la transformation. Est-ce que vous arrivez à bien voir le schéma? Vous voyez le schéma ou pas? Petit. Oui. J'ai envie de mettre un diaporama Oui. et j'ai peur de... Bon, je vais tenter. Voilà. C'est mieux? Aucun changement? C'est la même chose. Et là, bon. Alors, la première, donc, retenez que le benzène, il va être transformé par le système enzymatique, donc le cytochrome P450. Donc, c'est une réaction qui va aboutir à la formation d'un produit qu'on appelle le benzène époxyde. J'insiste, il faut le connaître, il faut le retenir. Il est très réactif. Donc, ce métabolite va se fixer directement sur les macromolécules intracellulaires, par exemple les protéines et l'ADN, ou alors il va se transformer en d'autres dérivés. Alors, on considère que à l'heure actuelle, c'est le benzène époxyde qui pourrait être un des agents responsables de la myélotoxicité du benzène. Parce que le benzène en soi, seul, il n'est pas toxique.
c'est ces métabolites qui sont à l'origine de sa toxicité. Donc, ce benzène époxyde va à son tour être transformé en différents phénols par glucuro ou sulfoconjugaison. Donc, ces conjugués vont être ensuite éliminés par voie urinaire et le phénol, qu'il soit libre ou conjugué, va constituer le principal métabolite urinaire du benzène. L'époxyde peut aussi réagir sous l'action d'une transférase avec le glutathion pour former du S, donc je ne vais pas tout lire, du S-glutathion. L'action ultérieure d'une glutathionase en présence d'une peptidase et d'acétylcoenzyme A acétyltransférase va donner muconoaldéhyde qui pourrait aussi se fixer à l'ADN et exercer une action myélotoxique ou engendrer de l'acide muconique et du CO2. Le phénol peut lui aussi être hydroxylé en catéchol et en hydroquinol. Ces substances sont transformées en benzoquinone correspondantes. Alors, je sais que ça paraît être du chinois parce que là, je vous le donne à l'état brut, mais de votre cours qu'il va falloir maîtriser. En tout état de cause, il faut retenir, c'est important, que les principaux métabolites du benzène qui sont considérés comme responsables de son action myélotoxique sont le benzène époxyde, le catéchol, l'hydroquinol, le 1,2,4-benzénétriol, la 1,4-benzoquinone. Les preuves scientifiques actuelles pointent vers une synergie additive de cet ensemble de produits secondaires qui aboutissent à une action sur certains chromosomes ou sur la mitose cellulaire. Donc, il va y avoir une alkylation des protéines et des acides aminés de l'ADN, des microtubules et de la topoisomérase, qui est une enzyme nécessaire au déploiement harmonieux de la forme stérique de l'ADN. Donc, ces réactions chimiques, elles ont pour conséquence d'activer certains proto-oncogènes, de fusionner d'autres gènes ou d'inactiver des gènes suppresseurs comme le P53. Vous savez qu'une cellule, dans une cellule, il y a toujours des gènes qui sont oncogènes et d'autres qui sont suppressifs. Qu'est-ce que ça veut dire des gènes oncogènes? Ce sont des gènes qui vont pousser la cellule à se multiplier de façon indéfinie. La cellule, elle a un cycle de vie. Elle va subir un certain nombre de mitoses et elle va s'arrêter. Quand ce proto-oncogène est activé, la cellule va devenir incontrôlable. Va être freinée parce qu'on a levé l'inhibition du oncogène. Du fait de ce métabolisme, il y a ce que je vous disais, ce n'est pas sa transformation ça forme certains métabolites que je vous ai cités, les principaux, ce sont les 4 là que je viens de vous citer, qui sont à l'origine de justement l'activation des proto-oncogènes et en 53. Et on pense aussi que ces mêmes métabolites ont probablement une action épigénétique sur les cellules stromales de la cellule osseuse et ces dernières, comme vous le savez, elles sont essentielles à la myélopoïèse.
Alors, l'élimination, donc après avoir été entièrement métabolisé, donc on avait dit qu'il y a, je répète, qu'il y a une partie qui va être éliminée sous forme inchangée dans l'air expiré. L'élimination du benzène tel quel, ainsi que ses métabolites, elle est principalement urinaire. Donc, les principaux métabolites qui vont être éliminés dans les urines, c'est l'hydroquinone, le catéchol, l'acide transmuconique, l'acide phényl mercapturique. Alors, quels sont les effets du benzène sur la santé? On a deux grands effets, bien sûr. On a les effets aigus. Donc, le benzène, par définition, est un solvant lipophile. Donc, son organe cible, ça va être le système nerveux central. Et il va forcément entraîner une dépression du système nerveux central. Alors, dans les intoxications légères, il va entraîner une excitation, d'abord un état d'excitation nerveuse, puis une dépression. Il peut donner des troubles de la parole, des céphalées, vertiges, insomnie, nausées, paresthésie dans les mains et les pieds, de la fatigue. Mais dans le cas d'une exposition qui va être sévère ou aiguë prolongée, à ce moment-là, vous allez avoir un état de narcose, convulsion et dans certains cas, la mort. Ça, c'était en cas d'inhalation. Dans le cas d'ingestion, donc d'ingestion d'une quantité massive, vous allez avoir une pneumopathie d'inhalation qui est due à l'inondation des voies respiratoires par le produit et qui va être aggravée par les vomissements éventuels. Et en cas de projection cutanée, vous aurez une irritation cutanée aux muqueuses. Tous les solvants, c'est la toxicité commune des solvants, c'est l'atteinte des cutanées. Et vous avez en cas de projection oculaire, vous aurez une sensation donc de brûlure, mais seulement des lésions qui sont peu importantes et transitoires des cellules épithéliales. C'est-à-dire qu'il suffit de rincer et tout va rentrer dans l'ordre. En général, ça ne va pas au-delà. Pour ce qui est de la pathologie qui est chronique, alors vous allez avoir, donc, comme pour tous les solvants, la pathologie, c'est-à-dire commune aux solvants, des troubles neuropsychiques, c'est ce qu'on appelle le syndrome psycho-organique. Le sujet va présenter à la longue de l'irritabilité, une diminution des capacités d'attention et de mémorisation, un syndrome dépressif, des troubles du sommeil. On aura des lésions cutanées, donc le contact prolongé avec la peau peut provoquer une dermite irritative. Alors, il y a aussi la survenue dans l'intoxication chronique. On le sait maintenant que le benzène favorise l'excitabilité myocardique et il potentialise, ne se voit plus. Je l'ai mis juste pour que vous ayez la culture court. On ne retrouve plus cette pathologie. Alors ça, c'était les pathologies communes, mais la pathologie, les pathologies communes, il y a des pathologies, bon, pour l'atteinte myocardique et cette classique gastrite. Les pathologies les plus préoccupantes, pourquoi le benzène suscite autant d'intérêt, c'est du fait de cette pathologie spécifique qu'il donne. C'est cette action spécifique sur la moelle osseuse qui peut revêtir justement des aspects très polymorphes. Alors, il s'agit donc d'une hémotoxicité qui va se traduire par des troubles hématologiques, donc une dépression médulaire et des leucoaritions des premiers. La symptomatologie, même après cessation de tout contact avec le benzène. Et dans ces troubles hématologiques, on a deux grands types. On a des troubles hématologiques qui ne sont pas malins et on a toutes les pathologies hématologiques malignes qui peuvent survenir. On va commencer par les troubles hématologiques qui ne sont pas malins, donc on les appelle pathologies non stochastiques.
Donc, on a vu que le benzène était un toxique médulaire. Il est généralement hypo ou aplasiant. Donc, les manifestations qui est devenu exceptionnel, c'est un tableau de panmyélophthisie. L'évolution est souvent mortelle. Donc, tous les degrés de gravité sont possibles. Donc, on passe de l'hypoplasie réversible jusqu'aux atteintes minimes dissociées. On peut observer une anémie, une thrombopénie, une leuconeutropénie, un VGM qui est augmenté, une lymphopénie. Alors, le diagnostic, généralement, il repose sur l'examen hématologique et à ce stade, l'éviction peut entraîner une guérison, une persistance des troubles sanguins sans aggravation. Mais si l'exposition va être maintenue, l'évolution, elle est souvent mortelle. Elle est hâtée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les infections à répétition ou les hémorragies graves. Alors, il y a des modifications biologiques qu'on peut retrouver d'autres en dehors de celles que j'ai citées tout à l'heure, à savoir la leucopénie, la leuconeutropénie. Il y a d'autres anomalies biologiques qui constituent des indices précoces d'hémotoxicité du benzène. Ce sont des anomalies morphologiques et fonctionnelles des polynucléaires, notamment une diminution du pouvoir phagocytaire. Il y a une réduction de l'activité de la phosphatase alcaline leucocytaire, une modification de la fragilité osmotique des érythrocytes, une altération de la morphologie et des fonctions des plaquettes, une élévation du taux d'hémoglobine F. Mais il faut savoir que ça, c'était juste parce que c'est un cours didactique qu'on est obligé de tout mettre. Aucun de ces tests n'a fait preuve en fait de son utilité pour le dépistage de l'intoxication benzénique. On ne va jamais jusque-là. Tout ce que je viens de vous citer relève du domaine de la recherche. Maintenant, à côté de toutes ces pathologies qui étaient stochastiques, on a les pathologies non stochastiques avec les effets génotoxiques. Toujours les effets génotoxiques, pardon. On est toujours dans les pathologies non stochastiques, excusez-moi. Donc, pour ce qui est des effets génotoxiques, on considère que le benzène, il n'est pas mutagène, mais il est démontré qu'il est clastogène, aussi bien dans les systèmes de tests in vitro qu'in vivo. Alors, on a des altérations chromosomiques qui sont plus fréquentes que chez les témoins, qui ont été décrites dans plusieurs populations de travailleurs exposés. Et ces anomalies ont été observées pour des expositions de 1 à 2 ppm. Et leur signification est toujours discutée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on retrouve des effets génotoxiques que forcément ces perturbations vont forcément aller vers des effets leucémogènes, c'est-à-dire vers une cancérisation. On ne sait pas trop, l'évolution, on ne la connaît pas vraiment. Pour ce qui est de la pathologie stochastique, c'est-à-dire les pathologies malignes, donc les effets hémotoxiques malins, donc on le sait, depuis 1982, il est classé au groupe 1, le benzène, donc dans la classification du Centre international de recherche sur le cancer. Et puis, on sait aussi qu'il est classé comme mutagène catégorie 2 par l'Union européenne, par la classification de l'Union européenne. Alors, généralement, en quoi il est incriminé? Ce sont les leucémies. Le benzène donne des leucémies. Tous les types de leucémies ont été décrits et retrouvés dans les différentes études épidémiologiques, c'est-à-dire toutes celles qui se sont intéressées aux populations qui ont été exposées de façon non sécuritaire au benzène. Ils ont rapporté tous les types de leucémies. On le sait maintenant, il y a un lien formel avec l'exposition au benzène, mais qu'un lien formel avec l'exposition au benzène n'a été prouvé que pour les seules leucémies aiguës myéloblastiques. Elles ont toutes été retrouvées, mais statistiquement parlant, seule est incriminée la leucémie aiguë myéloblastique. Il est incriminé dans celle-là. Alors, on retrouve chez les populations exposées une incidence élevée de lymphome, qu'il soit hodgkinien ou pas, de myélome, mais la certitude du lien n'a pas encore été prouvée.
On a retrouvé aussi une fréquence relative des érythroleucémies, de maladies de Hodgkin, de lymphome, de myélome, de cancer du poumon, d'anémie réfractaire, qui ont été justement décrits chez les populations qui ont été fortement exposées. L'intoxication grave, l'intoxication chronique au benzène, c'est une maladie grave. Le médulogramme va être important lorsqu'on est face à une intoxication chronique au benzène, puisque le médulogramme va être un test pronostic. Le pronostic il sera rassurant lorsqu'on retrouve au médulogramme, il y a une persistance des mégacariocytes, des érythroblastes et des myélocytes. Mais toujours est-il que même avec ça, l'évolution, elle peut se faire vers une leucémie, mais dans un délai variable. Par contre, quand on trouve d'emblée une moelle osseuse qui est déshabitée, à ce moment-là, le pronostic est mauvais. Donc, dans les effets qui sont non stochastiques, c'est-à-dire bénins, les troubles hématologiques, quand ils sont dépistés précocement et qu'on fait l'éviction, le stade est réversible. On peut obtenir une stabilisation des lésions. Mais quand on est dans les pathologies comme ça, c'est terminé. Alors, on a dit que si l'exposition est maintenue, voilà. L'évolution des leucémies, elle est généralement, comme vous le savez, elle est fatale. Alors, quelles sont la prévention? Alors, la prévention, pour tous les cours d'aujourd'hui, on ne sort pas du contexte de la législation algérienne. Nous avons, pour le risque chimique, 2 décrets sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Vous avez le 91-105 du 19 janvier 91 et vous avez le décret, donc le fameux décret 0508 du 8 janvier 2005 qui est relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits et préparations dangereuses en milieu de travail. Donc, dans les grandes lignes, vous pouvez vous appuyer pour mettre en place des mesures de prévention. Toujours est-il que le principe de substitution doit être la règle en mesure de prévention. À chaque fois que techniquement il sera possible de remplacer le benzène par un solvant qui est moins toxique, en l'occurrence toluène, xylène, cyclohexane, isopropylbenzène, il faut le préconiser. Quand on ne peut pas, eh bien, il faut absolument limiter le nombre de travailleurs qui pourraient être exposés. Le travail en vase clos, c'est l'indication. Autrement, à défaut, il faut procéder à un assainissement des locaux par une ventilation avec une aspiration des vapeurs toxiques à la source. Donc, comme on disait tout à l'heure, cette aspiration doit se faire au sol car ces vapeurs sont beaucoup plus lourdes que l'air. Il faut procéder à une aération parfaite des ateliers et il faut contrôler régulièrement l'atmosphère à l'aide d'appareils à lecture directe, c'est-à-dire le Dreiger, pour voir si on est toujours dans les valeurs limites d'exposition, en dessous des valeurs limites d'exposition. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui? C'est bon? Oui. Est-ce que tout le monde est... Docteur Chebini, je vous ai entendu. Oui, on est là, Vous docteur. étiez là, docteur Tigercha, je ne la vois On plus. est là. Vous êtes là? D'accord. Vous ne paraissez pas, docteur Tigercha. Je vois docteur Bouslimani. Mais bon, elle a perdu, hein. Bon, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon. Alors, je continue sur la prévention technique, toujours dans les grandes lignes. C'est le stockage. Ce sont des choses qui reviennent. Elles sont
commune à tout ce qui est risque chimique, donc le stockage du benzène dans des locaux spéciaux, frais et bien ventilés, donc et qui doit être à l'abri de toute source de chaleur et d'ignition. Ça, c'est des choses de prévention technique que vous devez connaître vraiment dans les grandes lignes, parce qu'elles sont du ressort du service de sécurité de l'entreprise. Mais vous devez connaître les principales lignes. Ce qui vous revient en fait, c'est la prévention médicale que vous devez maîtriser parfaitement. Pour ce qui est de la surveillance médicale, donc vous tombez bien sûr sous le coup du décret du 15 mai 93, c'est-à-dire relatif à l'organisation de la médecine du travail. Alors d'après vous, docteur Chebini, c'est une surveillance qui doit être comment? Surveillance médicale spéciale. Voilà, c'est ce que pour les travailleurs, comme elle a dit votre collègue, c'est une surveillance qui doit être particulière, conformément à 93, puisque à chaque fois qu'un travailleur est exposé à un produit, une substance ou qu'il effectue un travail dangereux, il doit bénéficier d'une surveillance particulière. C'est-à-dire quoi? C'est Chaque quoi la 6 mois. surveillance particulière? 6 à 6 mois. mois, c'est-à-dire qu'il doit être vu au moins 2 fois par an. 2 fois par an. Sinon, tous les 3 mois, mais généralement, tous les 3 mois, c'est impossible. C'est généralement, on devrait les voir tous les 6 mois, donc 2 fois par an. Quand il s'agit de quelqu'un qui postule à un poste où il pourrait être exposé à du benzène, par exemple, il va aller dans une industrie de pétrochimie, donc il va travailler dans les forages, dans les raffineries. Alors normalement, toutes les personnes, on refusera justement l'accès à ces postes-là aux personnes qui présenteront des anomalies de l'hémogramme. Je pense que vous avez compris pourquoi. Tous ceux qui auront dans leurs... Pardon? Il est hématotoxique. Donc là, il faut d'emblée refuser. Donc tous ceux qui ont les histoires d'anémie de Birmer, d'anémie hémolytique congénitale, donc tout cela n'auront pas accès justement à ce type de poste. Les patients aussi qui présentent des antécédents d'hémopathie aplasiante, ceux qui ont de la malnutrition, des carences profondes, ceux qui vont avoir des dermatoses étendues. Et je pense que vous savez pourquoi, vous devinez pourquoi. Puisqu'il y a une pénétration à travers la peau. Et quand une peau, le film de la barrière cutanée a été altéré, vous savez que les toxiques vont pénétrer de façon beaucoup plus importante. Et vous avez vu dans les voies de contamination en milieu de travail, c'est vrai que c'est principalement par voie respiratoire, mais c'est aussi par voie cutanée. Donc ces personnes-là constitueront des personnes pour lesquelles on n'accordera pas une aptitude. Vous avez ceux qui ont des maladies neurologiques ou psychiatriques chroniques et les éthyliques. Maladies neurologiques ou psychiatriques, vous avez compris pourquoi? Pourquoi? Neurotoxique. Parce qu'il est comme tous les solvants, vous avez vu que ça donne justement, puisqu'il va diffuser dans le tissu adipeux, dans les tissus qui sont riches en graisse, donc c'est le psychosyndrome. Vous allez le voir dans la pathologie liée au solvant. D'ailleurs, ce n'est pas propre au benzène. D'ailleurs, toutes les pathologies que je viens de citer, les dermatoses, les maladies neurologiques et psychiatriques, les éthyliques, ça, c'est commun à tous les solvants. Ce qui est spécifique justement au benzène, c'est ceux qui auront les anomalies de l'hémogramme, ceux qui auront des antécédents d'hémopathie, les états de malnutrition et carence. C'est assez. Malnutrition et carence, c'est pour tous les toxiques, mais plus pour ces personnes-là qui vont être exposées à un agent CMR. Alors, vous allez trouver dans la littérature, par exemple, ils mettent il faut limiter l'accès aux femmes enceintes et allaitantes. Alors, chez nous, ce n'est pas limité, parce que si vous vous référez au décret de 2005, toutes les travailleuses qui seront exposées à des produits qui ont été reconnus comme dangereux, et vous avez la liste des produits, sont considérées comme inaptes.
Donc, la femme enceinte, la femme allaitante, les moins de 18 ans aussi. Alors, on a aussi, il faut faire lors de cette visite réglementaire, il faut faire un examen donc clinique soigneux. Il faut toujours avoir une formule de référence parce que pour pouvoir dire qu'il y a une leucopénie, que les blancs commencent à baisser, ou à augmenter, il faut partir à partir d'un référent, comment il était à l'embauche. Donc, il faut garder la première formule très précieusement. Il faut la recopier sur votre dossier. Alors avant, on disait qu'il fallait mettre, on ne le fait plus, hein, le temps de saignement et la recherche du signe du lacet. Ce sont des choses qu'on ne fait plus. Alors la visite périodique, bien sûr, c'est tous les 6 mois. Donc il faut faire un examen clinique avec une formule de contrôle, obligatoirement. Alors là, la numération formule sanguine, il faut faire un compte des plaquettes qui doit être effectué régulièrement. C'est le seul marqueur utilisable en pratique. C'est surtout ce qu'on fait régulièrement. Mais malheureusement, cet examen n'est qu'un élément de dépistage tardif pour les états de leucose. Donc, à côté de cet examen clinique avec formule, on recommande de faire des examens biométrologiques qui vont être couplés aux résultats des taux atmosphériques qui seront réalisés à l'appréciation du médecin du travail pour évaluer si l'exposition est réelle. C'est-à-dire que si votre atmosphère de travail est contaminée et que vous considérez que, à ce moment-là, vous devez aller aux examens biométrologiques. Si votre contrôle atmosphérique est bon, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. S'ils sont bien protégés, que le niveau de pollution au niveau de ce lieu de travail est considéré comme normal et sécuritaire, vous n'avez pas besoin de faire des examens biométrologiques. Vous vous contenterez de faire un examen clinique associé à la formule. Alors, quels sont les indicateurs biologiques de ces intoxications? C'est le dosage des phénols urinaires. Vous avez la recherche du benzène dans le sang ou dans l'urine après exposition qui a été proposée comme marqueur d'exposition, mais malheureusement, c'est des dosages qui se heurtent à des difficultés techniques et de coût, c'est très cher, ce qui fait que ce sont des examens qu'on ne fait pas en pratique courante. On a aussi le dosage d'hydroquinone et de catéchols urinaires qui ne sont pas du tout utilisables. Et vous avez ce fameux dosage du TTMA qui a été proposé par plusieurs auteurs. Donc, on le considère comme métabolite sensible et spécifique, mais malheureusement, il n'est pas de technique courante, il n'a pas encore été officiellement validé. Alors, la réparation en Algérie, donc conformément à la loi du 2 juillet 1983 et l'arrêté du 5 mai 1996 qui est numéro 4, mais aussi vous pouvez l'inscrire pour ce qui est du syndrome, s'il y a un syndrome ébrieux ou narcotique ou dermoépidermite ou dermite eczématiforme, au tableau numéro 84 qui lui répare toutes les affections qui sont engendrées par les solvants organiques à usage professionnel. Alors, on a terminé avec le benzène. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? C'est bon? Oui. Donc, j'avance. Alors, les homologues supérieurs du benzène, qui peut me rappeler ce que c'est qu'un homologue? Un grand groupement hydrocarbure. Exact. Vous tous les deux, c'est juste pas forcément par un groupement méthyle, mais il faudrait que ça soit un groupement hydrocarboné. Alors que les autres, non. Vous avez vu, dans les dérivés, c'est l'hydrogène qui est remplacé par un autre. Ça peut être une amine, ça peut être
une fonction alcool, ça peut être n'importe quoi, une fonction acide. Là, ça devient des dérivés. Donc, dans les homologues supérieurs, on en a plusieurs. Les principaux, je vais vous les reprendre. Les principaux sont le toluène, l'exilène, le styrène et le cumène. Et normalement, ces hydrocarbures, donc ces homologues supérieurs du benzène, quand ils sont à l'état pur, ils sont normalement dépourvus de toxicité hématopoïétique. J'insiste bien lorsqu'ils sont à l'état pur, parce qu'on a vu qu'à l'état pur, c'est très rare de les avoir à l'état pur, il y a toujours, pratiquement toujours des traces de benzène. Alors, quels sont tous ces homologues supérieurs? Dans quel domaine ils sont utilisés de façon générale? Ils sont utilisés comme solvants des graisses, solvants des caoutchoucs, des vernis, des peintures, des lacs, des encres, des colles. C'est-à-dire, pourquoi je reprends comme ça les utilisations et sources d'exposition? C'est pour le cas clinique. Vous avez fait l'expérience lors de l'examen de première année. Il faut être très attentif. Donc, quand on vous dit solvant des graisses, ils travaillent dans une industrie de caoutchouc, de peinture, il faut toujours penser au solvant. Puis après, vous faites les associations en fonction de ce qu'il aura présenté en clinique. Alors, avec certaines spécificités, par exemple le toluène, donc de façon commune, l'utilisation commune, c'est ce que je vous ai dit, comme solvant de tout ce que je vous ai dit, mais quand même, pour certains, ils sont plus dans un domaine qu'un autre. Par exemple, le toluène, il est généralement utilisé aussi comme matière première pour la fabrication du chlorure de benzoïle, de la saccharine, du TNT. Vous avez les xylènes, ils sont utilisés dans la fabrication d'explosifs, de parfums artificiels, d'insecticides, de résines synthétiques et de plastification. Vous avez le cumène qui est utilisé, c'est un constituant des essences d'aviation, donc à haut degré d'octane. Vous avez le styrène, c'est l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques. On va commencer par le toluène. Il faut savoir que le toluène, il a d'autres noms. On l'appelle aussi méthylbenzène, on l'appelle phénylméthane, on l'appelle aussi méthylbenzol. Alors, il est considéré comme le premier homologue du benzène et de toute la série alkylbenzène. Alors, son métabolisme, il est absorbé par voie pulmonaire, par inhalation de vapeur. Il y a aussi une absorption cutanée qui se fait par contact de la peau avec le toluène liquide. Vous voyez sur votre droite, vous avez la formule. Donc, c'est le fameux noyau hexagonal avec un hydrogène qui est substitué par le groupe méthyle. Donc, l'absorption, comme pour les autres, pulmonaire et cutanée. Une fois qu'il est absorbé, comme tous les solvants, il va aller dans les tissus qui sont très riches en graisse. Ensuite, il va être transformé. Il est transformé généralement dans le foie par le système enzymatique des oxygénases à cytochrome P450. C'est le même que pour le benzène. Il est transformé, il est métabolisé en acide hippurique. Et il y a une très faible fraction du toluène qui va être absorbée, qui est hydroxylée en ortho et paracrésol. Pour ce qui est de l'élimination, donc il y a une fraction d'environ 20% du toluène absorbé qui va être éliminé de façon inchangée dans l'air expiré. Environ 60 à 70% du toluène va être excrété par voie urinaire sous forme d'acide hippurique. Et il faut retenir justement que cet acide hippurique, c'est le principal indicateur biologique d'une exposition au toluène. L'intoxication aiguë, donc lui aussi, c'est un solvant, il va exercer une action sur le système nerveux central et la gravité de cette action va dépendre de la contamination, c'est-à-dire de la teneur atmosphérique en toluène. Par exemple, si la personne
selon des études, hein, si c'est des travailleurs qui ont été exposés à 400 ppm, il a été constaté un larmoiement, une hilarité, des maux de tête et une asthénie. Une hilarité, c'est comme s'il était un petit peu hébété, il n'arrive ni à réfléchir, comme on dit, nous, maintenant, leur cerveau, il bug. À 600 ppm, c'est-à-dire quand il y a des teneurs atmosphériques qui vont être plus importantes, c'est la même symptomatologie avec en plus une sensation, pas d'asthénie, mais une lassitude, c'est-à-dire une fatigue extrême, des nausées et une diminution de la coordination des mouvements. Et au-delà, pour des concentrations encore plus élevées, vont venir se rajouter des troubles de la vision, des vertiges, une somnolence qui peut aller jusqu'à la perte de connaissance et au coma, et des manifestations neurologiques telles que l'ébriété coma convulsif avec une pneumopathie d'inhalation. S'il s'agit d'une exposition cutanée qui est prolongée, ça va provoquer un dessèchement de la peau qui peut entraîner une dermite irritative. On est toujours dans l'intoxication aiguë, hein. S'il y a eu une ingestion, ça va être des troubles digestifs avec des douleurs bucco-pharyngées, nausées, vomissements et des épigastralgies. Dans le cas d'une projection oculaire, il va y avoir une irritation conjonctivale, voire même une atteinte cornéenne, mais ce sont des lésions qui vont être réversibles en 48 heures. Pour l'intoxication chronique, retenez que le toluène pur n'est pas myélotoxique. Par contre, quand la personne est prolongée plusieurs années donc, à ce toluène, on aura ce qu'on appelle une toxicité neurocomportementale, c'est-à-dire une encéphalopathie chronique ou ce qu'on appelle, nous, en médecine du travail, un syndrome psycho-organique qui survient généralement après une exposition qui va de 5 à 10 ans. Donc, tous les niveaux, justement, peuvent être observés. On peut avoir, donc, pour ce syndrome psycho-organique, il peut être de type 1, c'est-à-dire fatigue, perte de mémoire, une difficulté de concentration et d'initiative. Vous avez aussi dans le type 2, il y aura, donc c'est un niveau élevé, il y aura un changement d'humeur et de personnalité. Le type 2B, perte objective de faculté intellectuelle, il y a une faute d'orthographe, il y a un S qui manque. Dans le type 3, c'est carrément de la démence avec une détérioration globale de l'intellect et de la mémoire, des signes neurologiques ou neuroradiologiques qui peuvent être observés. Alors, l'atteinte, justement, cette atteinte neurologique, elle peut être objectivée précocement, puisque très rapidement, on peut constater des altérations de la vision des couleurs. Comment on le fait, la vision des couleurs? Par quel test? Visiotest. Par le visiotest, oui, où on a un test qu'on appelle, donc c'est des travailleurs que vous devez soumettre au visiotest de façon régulière. On a aussi les tests psychométriques. Généralement, ça, c'est des psychologues qui le font. Donc, on a des tests aussi, donc on peut leur faire des électroencéphalogrammes avec des potentiels évoqués. Alors, l'atrophie cérébrale et cérébelleuse, elle n'est révélée qu'à un stade tardif par l'imagerie. Alors, on peut avoir aussi, donc on a eu, souvenez-vous, une toxicité neurocomportementale, donc dans l'intoxication chronique avec tout ce que j'ai cité, confirmée par ces examens. On aura aussi en intoxication chronique une irritation des muqueuses au niveau des voies aériennes supérieures. On aura une atteinte rénale par tubulopathie distale et ou proximale. On peut retrouver une dermite de contact irritative avec une déformation donc des ongles qu'on appelle de type koiloniki. On aura aussi une baisse de la vision et de l'audition. Alors, l'action du toluène sur la moelle osseuse n'a pas été démontrée. Alors, les effets sur la reproduction, il est incriminé justement puisqu'il est classé comme produit qui peut présenter un risque possible sur la fonction de reproduction.
Alors, pour ce qui est de la prévention technique, bien sûr, c'est toujours la même chose. Il faut toujours veiller à ce que les concentrations de ce toxique dans l'air des lieux de travail ne dépassent pas les valeurs limites d'exposition. Il faut veiller à ce que l'aspiration des vapeurs se fasse à la source. Il faut que protéger les travailleurs par des équipements de protection respiratoire pour tout ce qui est, pour toutes les opérations qui sont susceptibles d'exposer à de fortes concentrations. Il faut porter des gants imperméables dans le cas où il est emmené à être en contact avec ce produit, où il y a une possibilité de contact cutané. On peut utiliser des crèmes barrières parce que vous avez vu que ça donnait des dermites irritatives pour les travaux les plus délicats. Et bien sûr, il faut toujours veiller à ce que le toluène utilisé soit exempt de benzène. Je vous ai dit, ça, c'est vraiment pas évident, hein. Alors, pour ce qui est des visites, que ce soit en visite périodique ou visite d'embauche, il faut faire un examen soigneux, donc à la recherche d'une atteinte cutanée ou d'un psychosyndrome organique. Et puis, pour ce qui est de la surveillance biologique, c'est le dosage du principal métabolite urinaire qui est le dosage de l'acide hippurique urinaire. Alors, on peut proposer aussi le dosage du toluène dans le sang, qui va bien vous refléter l'exposition actuelle. Là, on a des exemples. Il y a aussi des auteurs qui proposent aussi de doser le toluène dans l'air expiré. Donc, ça reflète également une exposition actuelle. Et le dosage de l'orthocrésile urinaire, qui est considéré comme un indicateur spécifique et plus spécifique que l'acide hippurique, puisqu'il permet de vérifier si une excrétion élevée d'acide hippurique résulte bien d'une exposition au toluène. La réparation, donc en Algérie, la réparation des maladies liées donc au toluène se fait, comme pour le benzène, par le tableau numéro 4 et le tableau 84 des maladies professionnelles indemnisables. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va. On passe au deuxième homologue supérieur qui est le xylène, qu'on appelle le diméthylbenzène ou xylol. Donc les xylènes sont largement employés dans l'industrie comme diluants ou dissolvants pour les caoutchoucs synthétiques, les peintures, les résines, les vernis, les colles ou adhésifs, les détapants de peinture, les encres et comme solvants dans l'industrie chimique. Ils sont aussi utilisés comme matière première dans la production de différentes matières plastiques qu'on appelle les polyesters. Donc là aussi, pénétration par voie pulmonaire, principalement accessoirement par voie cutanée, très soluble dans les lipides, donc il va aller très rapidement dans les tissus riches en graisse. Il va être transformé dans le foie, toujours par le système monooxygénasique, cytochrome P450, et après, ça va donner des métabolites qui sont les acides méthylbenzoïques et éthylhippuriques. Et l'élimination des xylènes, elle se fait généralement par voie urinaire sous forme d'acide méthylhippurique. Alors, l'intoxication aiguë, donne des céphalées, une irritation des muqueuses, une ébriété, perte de connaissance avec une dépression du système nerveux central. Ça, c'est par inhalation. Dans le cas où il y a une ingestion de doses massives, donc ça va produire un syndrome abdominal aigu et une pneumopathie d'inhalation. Alors, des cas mortels ont été rapportés après une ingestion de doses massives ou alors après une inhalation de concentrations qui sont très élevées. L'intoxication chronique, ça donne un petit peu les mêmes troubles que tous les solvants, à savoir une dermite d'irritation chronique. Donc la peau, elle devient sèche avec des crevasses. Donc ça donne une atteinte rénale. Elle peut être tubulaire ou glomérulaire.
on a des troubles digestifs mineurs et bien sûr un psychosyndrome organique. La prévention, toujours pareil, il faut toujours veiller à ce que sur les lieux de travail, les concentrations, qu'on soit en dessous des concentrations admissibles sur les lieux de travail. Donc là, il y a des valeurs qui sont proposées. Pour ce qui est de la surveillance médicale, à l'embauche, c'est un examen qui doit être soigneux, qui doit être à la recherche d'une atteinte neurologique ou cutanée, pour écarter ces personnes-là. Alors pour la visite périodique, toujours, puisque vous avez vu, les principales atteintes, c'était l'atteinte cutanée, il faut la regarder très peu, il faut examiner la peau, c'est important, et puis dépister précocement un psychosyndrome organique. La surveillance, elle se fait sur les métabolites, c'est-à-dire le dosage de l'acide méthylhypurique urinaire, donc chez les travailleurs qui sont exposés. On propose aussi d'autres méthodes de surveillance, c'est le dosage du xylène dans le sang, mais c'est un indicateur qui n'est pas couramment utilisé parce qu'il y a beaucoup de variations individuelles. Et le dosage du xylène dans l'air expiré, on pense que c'est un bon indicateur d'une exposition qui est récente. Donc, comme pour le toluène et le benzène, la réparation se fait par le tableau 4 et 84, dans le cas où il y a apparition d'affection. Le dernier, c'est le styrène. Donc, on l'appelle aussi phényléthylène, éthylbenzène, styrol, styralène, vinylbenzène, styrène monomère. Donc, c'est un liquide qui a une odeur agréable à faible concentration, mais quand il est à concentration élevée, c'est une odeur qu'on appelle âcre. Le styrène, il est utilisé principalement pour fabriquer des plastiques. Et le principal, c'est le polystyrène, qui est produit par polymérisation du styrène. Alors, son métabolisme, donc il va être, comme pour les autres, c'est la même chose, pénétration par voie pulmonaire et cutanée. Il va dans les tissus qui sont riches en graisse. Il est métabolisé en époxystyrène, donc oxyde de styrène, puis en phénylglycol. Il est transformé donc essentiellement au niveau dans le foie par le système donc monooxygénasique, c'est-à-dire le système P450, et ces métabolites sont l'acide méthylbenzoïque et méthylhypurique. L'élimination, donc, elle se fait par voie urinaire et par les fesses. L'intoxication aiguë, donc nausée, vomissement, anorexie, asthénie, dépression du système nerveux. On a des céphalées, une irritation des voies aériennes supérieures, de la peau et des yeux. Donc, c'est une symptomatologie qui va disparaître à l'interruption du travail et à faible concentration. On peut retrouver donc des perturbations des performances psychomotrices et une modification du tracé à l'électroencéphalogramme. Je ne vais pas trop vite? Non, ça va. Ça va, vous suivez? Oui. Ça va. Alors, l'intoxication chronique, donc on fait une leucocytose avec anémie et thrombopénie. Donc, il a été quand même soupçonné à travers plusieurs études d'être à l'origine de leucémie, mais il n'y a pas eu de preuve formelle qui a été rapportée. C'est le seul qui a été incriminé, mais il n'y a pas encore de preuve. On retrouve des altérations du bilan hépatique et des fonctions glomérulaires et tubulaires. On retrouve aussi des atteintes cutanées, dermite allergique, voire même de l'asthme. L'exposition à de faibles concentrations peut provoquer aussi chez les femmes des troubles du cycle menstruel. Alors, pour le Centre international de recherche sur le cancer, le styrène est classé dans le groupe 2B, c'est-à-dire une substance qui est possiblement cancérogène pour l'homme, puisqu'on a vu qu'il y avait un risque de leucémie.
La prévention, c'est la même. Donc, toujours respect des concentrations admissibles dans les atmosphères de travail. Il faut toujours aussi, dans la prévention technique, lutter contre l'absorption percutanée des solvants, qui est quand même un peu plus difficile, mais bon, qu'il faut à tout prix essayer d'obtenir. La prévention médicale, c'est-à-dire à la visite d'embauche, il faut toujours écarter les sujets qui présentent des troubles neurologiques ou ceux qui sont porteurs d'affections cutanées ou pulmonaires chroniques. La visite périodique, c'est la surveillance médicale particulière, l'interdiction à la travailleuse enceinte et allaitante. Ça, c'est bon pour tous les homologues, hein, même si je ne l'ai pas dit, c'est une règle. Dans la législation algérienne, c'est la règle. Il faut toujours, lors de cette visite périodique, rechercher des signes d'atteinte cutanée, neurologique, c'est-à-dire un syndrome psycho-organique débutant, une atteinte du système vestibulaire. Alors, on peut pratiquer des tests psychomotrices, donc tests de vision des couleurs, audiogramme, qui seront déterminés par le médecin du travail en fonction des données de l'examen clinique et l'appréciation de l'importance de l'exposition. C'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire vous n'indiquerez la surveillance biologique que si vous voyez que les conditions d'exposition ne sont pas sécuritaires. Alors, la surveillance biologique, on propose le dosage du styrène en fin de poste de travail. Donc, on le considère comme un paramètre spécifique et sensible. On peut aussi, il a été proposé le dosage urinaire combiné des acides mandéliques et phénylglioxylique, donc en fin de poste, mais on considère ce paramètre comme non spécifique. Voilà. Alors, pour ce qui est de la réparation, donc toutes ces affections donc, qui sont liées au toluène peuvent être réparées par le par le styrène, pardon, par le tableau numéro 84. Et je vous remercie. Merci. Merci à vous, professeur. Merci à Alors, vous, est-ce que vous avez des professeur. questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair? Oui, bon, c'est le cours, il est lourd, oui, il est long. Mais après, quand vous le relisez, c'est une première lecture. Vous avez l'impression, quand vous Oui. allez le relire à tête reposée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et puis, il n'est pas aussi Oui. difficile que ça. On Mais peut dans avoir les le cours, métabolismes, professeur. pardon? On peut avoir le cours. Oui, vous aurez le polycope d'ici, donnez-moi quelques temps. C'est la première fois que je fais ce cours. Je l'ai eu, D'accord. donc, je n'ai pas encore préparé le polycope. Ça ne sert à rien que je vous donne le diaporama, mais D'accord. je vous promets de vous remettre un polycope, comme d'habitude, comme l'année passée pour le risque biologique. D'accord, merci. Inch'Allah. Voilà. Mais le benzène, bon, le métabolisme, ça va vous paraître un peu difficile, mais il faut le connaître. Vous êtes obligé. Ça fait partie vraiment des objectifs du programme. Voilà, c'est des questions qui tombent, hein. On peut vous dire physiopathologie, mécanisme d'action du benzène. C'est des questions qui tombent souvent. Déjà, moi, quand j'étais résidente, c'était une question qui était hyper tombable. Il n'y avait pas un résident qui partait au DMS sans connaître cette question. C'est suicidaire de partir à l'examen sans connaître cette question. Donc, essayez surtout dans le métabolisme. Ce n'est pas la clinique. Bon, généralement, les sources d'exposition et l'utilisation, c'est un peu pareil pour tous. Mais pour ce qui est de la physiopathe, il faut connaître les indicateurs biologiques pour tous, comment vous faites la surveillance, la réparation, qu'est-ce qui est réparé ou pas. Voilà. D'accord. C'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés. Apparemment, vous avez opté pour les cours en distanciel. Mais bon, je peux comprendre avec les déplacements en ce moment qui sont très difficiles. Je vous comprends. Voilà. Si vous avez Merci. des questions, n'hésitez pas. Vous avez ma boîte mail. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez
quelque chose qui vous… Bon, docteur Chebini est avec moi, donc pour lui, ce n'est pas un problème. Mais pour vous autres, n'hésitez pas à me faire un mail si vous avez des précisions à apporter. Merci. D'accord. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À vous Merci. aussi. À Merci. bientôt, parce que j'ai plusieurs cours avec vous en deuxième année. J'ai beaucoup de cours avec vous. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au À revoir. bientôt.